Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Auspicecom, consultant en développement commercial. Aujourd'hui, je me retrouve dans un endroit atypique. Sur un coup de tête, j'ai décidé de tourner cette vidéo à la plage de Lomé. Et comme ça, vous allez profiter avec moi du bel air qui me traverse le corps, du bruit des vagues et je vous offre le spectacle de quelques passants derrière et surtout du wharf. Sujet solennel, endroit exceptionnel. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous la question des partenariats. Parce que, comme vous le savez, si vous êtes un entrepreneur, beaucoup d'entrepreneurs estiment que le partenariat est la voie pour pouvoir démarrer les ventes. Et donc, quelquefois, l'entrepreneur, il travaille sur son projet et au moment de démarrer la vente, il commence par rechercher des partenaires, donc des partenaires de vente, il recrute des commerciaux, etc. Et cette question de partenariat, j'ai l'impression qu'elle est plus ou moins mal comprise pour la plupart des cas où j'ai eu affaire à des entrepreneurs, dans la mesure où moi-même, l'on m'aborde très régulièrement également pour des partenariats parce que je suis commercial, je suis consultant en développement commercial, j'ai une école de vente et je dirige un cabinet d'expertise en développement commercial. 4 raisons pour lesquelles, pour la plupart du temps et chaque semaine, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui m'approchent pour des partenariats. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que cette question de partenariat, elle est très mal comprise. Et je me devais quand même de faire cette vidéo pour vous apporter quelques petits éléments pour que vous puissiez savoir opérer les partenariats avec beaucoup plus de sagacité, avec beaucoup plus de stratégie. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous, de mon point de vue, 2 des facteurs clés que je pense que les entrepreneurs, sur lesquels les entrepreneurs doivent s'appuyer en fait au moment de faire les partenariats. Et puis au moment où le partenariat doit s'exécuter, il y a également 2 stratégies principales qu'il ne faut jamais perdre de vue. Et donc ça va être l'objet de notre causerie aujourd'hui. Et je nous souhaite une belle vidéo et surtout de profiter de la belle plage derrière moi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais, comme à mon habitude, prendre des exemples factuels de la vie quotidienne pour qu'on puisse comprendre la dimension d'un certain nombre de choses. Ok, comme on dit, l'exemple ou la vie est un meilleur enseignant. Rappelez-vous, lorsque nous étions petits et que, soit aux vacances de Noël ou un week-end, il arrivait à la maison en visite un tonton ou une tata, qu'elle vienne de la ville ou du village. Rappelez-vous, le tonton qu'on appréciait le plus ou la tata qu'on appréciait le plus était ce tonton-là ou cette tata-là qui nous ramenait du pain, de gros pain, qui nous ramenait soit du poisson, vous savez, les gonazos quand on était petit, ou même qui ramenait un coq qui allait servir à faire le bon foufou du dimanche. Vous voyez, c'est une stratégie en fait. À l'opposé, prenez un autre tonton ou une autre tata qui vous visite sans rien du tout. C'était la tata la plus détestée. Parce que non seulement c'est une tata qui va ronfler, je blague, mais c'est pour dire que c'est une tata qui ne nous intéressera même pas. Et lorsqu'elle vous appellera pour vous envoyer, vous allez tout le temps rechigner. Et bizarrement, contre toute attente, c'est le type de tonton et de tata qui vous appellera le plus souvent pour vous envoyer et cela vous énervera tout le temps. Pour la simple raison que ce tonton n'est pas généreux, n'est pas gentil. Prenons un deuxième exemple de la vie quotidienne que nous vivons entre hommes et femmes. Quand vient le moment de vous connecter à un homme ou à une femme dans le cadre d'un mariage, vous vous surprendrez en train de rechercher dans les critères que cette personne-là, elle soit non seulement mature, mais qu'elle soit fonctionnelle. Pour ne pas dire fonctionnaire ou pour ne pas dire professionnelle. En clair, nous aimons très bien nous allier aux personnes qui ont un emploi, qui ont une activité sous la main ou un métier. Et d'ailleurs, dans la convention de nos communautés, l'emploi est un indicateur fort de maturité pour pouvoir aller vers l'emploi. Et donc, si vous êtes en recherche d'un homme ou d'une femme, vous voudrez bien savoir que cette femme-là, elle a un emploi. Pourquoi? Est-ce que cela voudrait dire qu'au moment où nous allons vers les gens pour nous connecter à eux, nous serions plus ou moins matérialistes? En réalité, ce n'est même pas une question à se poser, car, chers amis, c'est une évidence. Et cette évidence-là s'applique également dans les principes commerciaux de base.
Et quand vous êtes dans les stratégies de gestion d'entreprise, dans les stratégies de croissance entrepreneuriale, commerciale et business, c'est également des méthodes qu'il faut emprunter à la vie pour les appliquer dans vos business. Parce que le monde, comme le disent les sages, c'est des principes qui donnent naissance à des lois, qui donnent naissance à des faits. Et donc, on peut partir des faits pour remonter aux principes ou prendre des principes pour redescendre sur les faits. Et c'est mon mode opératoire dans cette vidéo où je veux bien utiliser des faits de la vie pour qu'on puisse retourner aux principes et pouvoir mieux se comprendre. Mais alors, comment donc on peut démarrer un partenariat et éviter de faire des erreurs? Parce que vous le savez, quand vous dirigez mal un partenariat, vous l'échouez. Au pire des cas, dans le meilleur, vous allez peut-être le faire, mais que vous n'allez rien en tirer. Mais dans le pire, vous l'échouez, vous perdez du temps et vous regrettez littéralement d'y avoir injecté peut-être des ressources. Quels sont donc, au moment de faire un partenariat, les deux facteurs capitaux clés sur lesquels tout entrepreneur doit s'appuyer pour pouvoir se donner les meilleures chances de pouvoir se faire respecter par un partenaire? Ah oui, j'ai lâché le mot. Parce que le premier objectif quand vous voulez aller en partenariat commercial, c'est qu'on ne vous voit pas comme un demandeur, mais qu'on vous voit comme un apporteur. Et dans les deux facteurs clés, c'est d'abord de pouvoir arriver comme un roi mage et surtout de prendre le temps de connaître absolument, et cela vraiment, votre partenaire. Dans la plupart des cas, les gens choisissent de donner ce qu'ils ont à un partenaire ou choisissent de lui dire, écoute, prends nos produits. Toi, on sait que tu as un bon réseau, tu as des belles capacités de vente, tu as des compétences, vends notre produit et nous allons te payer sur commission. Mais sincèrement, qui est-ce que ce deal va intéresser? Je ne vous ai même pas demandé de venir me voir. Je n'ai même pas choisi votre produit. Vous ne savez même pas si mes challenges de l'heure épousent votre vision ou votre ambition. Qui vous dit que cela va m'intéresser? Et dans la plupart des cas, c'est une erreur. Beaucoup d'entrepreneurs se plaignent avoir fait des propositions, soit à des maisons de vente, à des cabinets de distribution, qui n'ont pas répondu. Mais normal, parce que vous y allez pour leur proposer des commissions. Ils n'en ont rien à faire. Parce que s'ils veulent vivre des commissions, soyez-en sûrs, le cabinet de distribution ou la maison de distribution, c'est les critères sur lesquels elle peut se baser pour choisir un produit rentable ou un produit qui croise ses aspirations et sa conviction. Mais naturellement, si vous ne faites pas ce travail de prime, vous ne pouvez pas rentrer dans le cadre d'un partenaire. Et donc, l'une des premières choses à faire comme premier facteur, c'est de pouvoir vous assurer que la personne vers laquelle vous allez, vous la connaissez dans ses aspirations et vous savez ce qu'elle voudrait bien comme monnaie d'échange. Et donc, comme dans la négociation, souvent nous le disons, les mauvais négociateurs, ce sont ces personnes qui vont en négociation sans prendre le temps la veille de pouvoir faire des recherches sur le partenaire pour savoir qui il est, comment il fonctionne, comment il réfléchit, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est des b.a.-ba de la négociation parce que la négociation est une sorte de manipulation. C'est comme la vente. On dit pour faire la prospection, il faut connaître son prospect pour parler des problèmes de ton prospect à ton prospect, pour parler dans le jargon et dans le langage de ton prospect. Sinon, si vous vous mettez devant quelqu'un et que vous vous mettez à lui parler des points forts de vos produits, du prix de votre produit et des raisons pour lesquelles elle doit l'acheter, elle ne l'achètera pas pour autant. Mais si vous testez cette stratégie de parler à la personne de ce qui lui tient à cœur, vous lui parlez de ces problèmes que vous avez triché parce que vous avez fait des recherches sur cette personne-là, vous êtes allé vous renseigner comme un enquêteur sur cette personne-là, vous aurez des chances de pouvoir lui parler des choses qui vont lui toucher au cœur. Et c'est de la même manière si vous voulez draguer une fille. Arrêtez de lui dire que vous êtes riche, que vous êtes puissant, que vous avez un emploi. Parlez-lui de ce qu'elle veut, de ses aspirations personnelles intrinsèques. Et vous ne pouvez pas les savoir sans avoir au préalable fait une enquête. Donc pour réussir un partenariat, il est très important de ne pas proposer à votre partenaire ce que vous pouvez, parce que c'est abusé, mais allez voir comment il a l'habitude de choisir les personnes avec lesquelles il fait le partenariat et quels sont les éléments sur lesquels il s'appuie justement pour pouvoir leur accorder son temps et son intérêt. Cela vous permettra d'avoir beaucoup plus de résultats que d'habitude. La deuxième chose dans les deux piliers fondamentaux à prendre en compte quand vient le moment de faire un partenariat, c'est de vous comporter dans l'état d'esprit des rois mages. Nous allons faire un peu d'histoire biblique. Si vous êtes chrétien catholique ou chrétien de toutes les autres congrégations, vous savez cette histoire-là des rois mages, trois rois qui arrivent à Jésus
pour découvrir la naissance de ce Dieu qui avait été tant longtemps annoncé et qui arrive avec des présents. Ce que je voudrais qu'on puisse retenir dans cet exemple, c'est les présents. C'est la manière dont les rois mages vont à Jésus avec des présents. Et s'il vous plaît, ce n'est pas n'importe quel présent. Ils ont choisi les présents les plus luxueux. Ils ont choisi les présents qui sont les plus rares, qui sont les plus prisés, pour aller les offrir à un roi qui est dignement, qui le mérite de manière digne. C'est de la même manière. Vous ne pouvez pas vous rendre dans un partenariat, demander à quelqu'un de souffrir sur vos produits et puis lui donner les subsides. Vous devez lui donner les meilleures ressources dont vous avez. Vous devez lui donner l'or que vous avez. Et cet or-là dans votre business, mais écoutez, c'est l'ensemble des préparations que vous pouvez faire pour donner envie qu'on s'associe à vous. Parce qu'on a parlé des rois mages. Ce n'est pas des subalternes. Ils n'ont pas envoyé des envoyés. Ils n'ont pas envoyé des serviteurs. Mais ceux-là, c'était des rois. De la hauteur de leur titre, ils sont venus avec des présents qui sont dignes d'un roi. Et donc, pour très bien comprendre cet exemple-là, nous allons retourner à la configuration même de votre projet. Vous savez, le cycle de vie de votre produit ou de votre service intègre 5 étapes fondamentales. La première étape, c'est le prototypage. C'est là où vous rêvez le produit, vous recherchez les investisseurs, vous faites le prototype et vous essayez de voir en grandeur nature comment va se comporter votre produit. Vous essayez de lui appliquer un prix, etc., un certain nombre de détails techniques. La deuxième phase du cycle de vie de votre produit ou de votre projet, c'est le lancement. Donc, après avoir créé le produit, vous allez maintenant commencer par le lancer pour essayer de trouver vos premiers clients. Et donc, la phase de lancement est une phase étirée sur laquelle vous allez commencer par recruter vos premiers clients, ou vous allez commencer par recruter les vrais avis des bénéficiaires de votre produit, ou vous allez littéralement commencer par pénétrer votre marché en clair. Après cette partie, vous allez amorcer la phase de croissance si cette partie a été bien faite. Dans la phase de croissance, vous allez vous rendre compte que les premiers clients qui ont expérimenté vos produits sont satisfaits. S'ils sont satisfaits, ils commencent par parler de vous à d'autres personnes qui commencent également par s'intéresser à votre produit. Et vous allez vous rendre compte que à gauche, à droite, on commence par sentir que votre projet il est rentable, que vous avez fait un travail de balisage de terrain et les gens commencent par chercher à s'associer à vous. Et vous allez vous rendre compte que votre produit ou votre chiffre d'affaires commence à croître de manière généreuse ou de manière géométrique. La quatrième phase de vie de votre produit ou de votre projet, c'est la phase de maturité. Quand vous avez réussi le challenge de la phase de croissance, vous allez maintenant muter à la phase de maturité. La phase de maturité, c'est une phase où vous avez tellement pénétré le marché qu'on vous connaît maintenant partout. Votre produit se vend en grande stabilité et vous avez des chiffres d'affaires assez consistants. Vous avez une grande équipe et beaucoup de partenaires qui vous représentent. Et la dernière partie de la phase de vie de votre produit ou de votre projet, c'est le déclin. Comme on le dit, je l'avais déjà expliqué dans l'une de mes vidéos, quand vous prenez les téléphones, vous allez voir qu'ils ont des cycles de 6 mois pour faire sortir un nouveau modèle. Et quand ils sortent un nouveau modèle, sachez que c'est la phase de déclin du précédent modèle. Je ne vais pas trop m'étayer là-dessus, mais je voudrais rapidement rappeler les 5 éléments ou étapes du cycle de vie de votre projet. Et quand on regarde ce cycle de vie de votre projet, ma foi, comprenez qu'il y a un seul niveau où vous pouvez insérer les partenariats. Ce n'est pas à toutes les phases de votre produit que vous pouvez aller chercher du partenariat. Si vous êtes à l'étape de prototypage, vous avez totalement interdiction à aller rechercher un partenariat. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous êtes à la phase de lancement, interdiction formelle. Sinon, c'est abusé. Et quelquefois, je remarque que c'est ce que les entrepreneurs font. Beaucoup d'entrepreneurs vont chercher les partenariats en même temps lorsqu'ils lancent leur projet. Écoutez, qui va vous respecter? Vous êtes à peine en lancement. Vous n'avez même pas un réseau de distribution. Vous n'avez même pas encore apporté la preuve que votre produit est rentable. Il n'y a pas encore des preuves palpables que des distributeurs trouvent des bénéfices en vendant votre produit. Cela n'est même pas sûr que votre produit va faire un long tir. Oui, parce que dans le cycle de vie des produits, il y a des cycles qu'on appelle feu de paille. C'est-à-dire que vous faites le prototypage, vous lancez le produit et puis ça fait un flop, un peu comme une éjaculation précoce. Vous pensez faire 1 heure au lit et puis paf, vous en faites seulement 3. Ah oui! Dans les stratégies de cycle de vie des produits, il y a des produits aussi qui font ça. Donc, la phase de lancement n'est pas le moment idéal pour pouvoir aller au partenariat. Et beaucoup d'entrepreneurs font cette erreur-là, mais ce qui fait qu'ils échouent. Personne ne vous respecte. Imaginez que les rois mages aient envoyé des subalternes. Qui va les écouter? C'est le prince Jésus? Mais non!
Ils ne vont même pas confier l'or aux subalternes. Ce n'est pas possible. Ils vont eux-mêmes parce qu'ils vont rencontrer Dieu. Et donc, si dans la phase de lancement, il est contre-indiqué de pouvoir commencer par demander les partenariats, vous allez vous rendre compte que le niveau de la croissance est le meilleur endroit pour faire justement des partenariats. Parce que comme je l'ai expliqué tantôt, la phase de croissance est une phase où vos premiers clients qui ont été satisfaits du produit commencent par revenir. 1. C'est une phase dans laquelle les premiers clients qui ont trouvé bonheur et satisfaction dans votre produit commencent par en parler. 2. C'est une phase également dans laquelle les personnes tierces qui voient d'autres personnes consommer votre produit commencent soit eux-mêmes par se comporter comme des distributeurs pour venir vendre vos produits ou commencent par toquer à votre porte pour trouver des conditions ou des contrats de collaboration sur votre produit. C'est seulement à cette troisième phase de croissance de votre projet ou du cycle de vie de votre produit que vous pouvez vous amener à vous déployer vers des partenariats, sinon ça ne servirait à rien. Imaginez que les rois mages ne furent pas des rois. Vous pensez qu'on aurait eu le même impact? Mais non. Imaginez qu'ils ne soient pas arrivés avec des présents. Est-ce qu'on aurait eu le même impact? Évidemment que non. C'est la raison pour laquelle, dans le deuxième fondamental pour aller vers un partenariat, vous devez vous comporter systématiquement comme des rois mages. Vous devez avoir des présents, vous devez vous assurer que vous avez construit votre produit et que cela peut intéresser quelqu'un. Vous devez vous assurer que vous-même vous avez des sous-bassements et que vous allez pouvoir attirer des gens vers vous. Parce que oui, beaucoup d'entrepreneurs échouent et se cassent la gueule parce qu'au jour le jour, ils courent après les gens pour que ces gens puissent vendre leurs produits. En réalité, quand votre produit est intéressant, vous n'avez pas besoin de courir vers les gens. Vous les attirez simplement. Et ne vous fatiguez pas à le faire, à faire des partenariats au niveau du prototypage, avant le lancement de votre produit, au niveau du lancement de votre produit, mais attendez la phase de croissance. Et si vous satisfaisez à tous les critères de la phase de croissance, vous verrez naturellement que beaucoup de personnes vont vous toucher. Et pour vous filer le secret, la plupart des cabinets qui choisissent des produits pour faire de la distribution attendent justement ce niveau-là de croissance de votre produit ou de votre projet pour venir à vous. Vous ne les appellerez pas. Ils viendront eux-mêmes parce qu'ils auront vu un travail minimum sur le terrain. Ils auront vu des gens commencer par consommer et recommander votre produit. Ils se sentiront interpellés. Ils comprendront que votre produit a potentiellement du bénéfice et ils viendront donc pour pouvoir se mettre dans votre réseau et être l'un de ces partenaires à qui vous redistribuez vos marges. Fini cette partie, nous allons donc nous intéresser aux deux stratégies les plus fondamentales au moment de pouvoir exécuter un partenariat.